Donc, on va débuter la conférence. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence de l'Académie CCM ce matin avec Stéphane Robida, Jocelyn Thibault et Mike Meckler qui va se dérouler sous forme de discussion. Donc, on va vous demander de garder vos micros et caméras fermés pour tout le long de la conférence. Pour vous assurer de bien voir la conférence, l'intervenant qui va parler à l'écran, je vous invite à activer votre barre d'outils en bas de l'écran. Donc, activez votre barre d'outils que vous voyez votre micro et la caméra et vous allez complètement au bout à droite sur les 3 petits points. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et ensuite, vous cliquez sur « Modifier la mise en page ». On clique sur les 3 petits points, on clique sur « Modifier la mise en page » et finalement, on clique sur « Projecteur ». De cette façon-là, la personne qui va parler va apparaître dans votre écran principal. Donc, bonne écoute à tous. Mike, je te souhaite la parole. Salut boys, Steph, on se rend compte que tu as un écran tactile. Oui. Yes. Comment ça va? D'abord, c'est un petit café qu'on va prendre. Pour certains, ça va être un chocolat chaud. On va essayer de répéter. À chaque vendredi. La semaine prochaine, on va avoir Justin Robida avec Isaac Bilvaux. C'est vraiment léger comme discussion. C'est pour se tenir occupé. On est tous des gars de hockey. On a hâte que ça recommence. En même temps, c'est prendre des nouvelles de vous autres. Comment ça va, les boys? Comment vous occupez votre temps pendant le COVID? On peut commencer avec Joss. Bien, c'est long, évidemment. Quand que la saison s'est arrêtée, ça s'est tellement arrêté, un peu comme à l'instar de tout le monde, tellement sec qu'on n'avait pas vu ça venir personne. Et puis, on passe en mode, il restait 5 matchs à la saison régulière, préparation des séries. On se battait pour, en tout cas nous aussi au Phoenix, pour la première place au classement général. Puis du jour au lendemain, puis en plus, on avait le Scénic de Rimouski qui s'en venait à Sherbrooke quelques jours plus tard. Donc, ça s'est tout arrêté d'une shot. Et puis, depuis ce temps-là, on est passé en mode préparation pour aller le plus loin possible en série. On ferme les livres et puis on prépare la saison prochaine. Ça s'est vraiment passé de façon vraiment bizarre. Mais c'est comme ça. Puis, donc, tu sais, on fait beaucoup de télétravail, beaucoup, évidemment, fermer la saison, préparer le prochain repêchage. Là, on a eu comment je dirais ça, des indications ou des mesures là, de la Ligue justement pour préparer le repêchage qui va être dans les prochaines semaines. Donc, on est en mode saison 2020-2021, préparation. Fait que c'est vraiment plein comme pour tout le monde. Là, beaucoup d'émotions puis d'horaires là, vraiment qui a été modifié là, vraiment de 360 degrés. C'est vraiment spécial. Parfait. Merci, Joss. Stéphane, de ton côté? Moi, je me tiens quand même pas mal occupé. C'est sûr, je trouve ça long. Je suis habitué de voyager quand même beaucoup. Je me promène souvent en avion. Je suis souvent à Toronto, puis un peu partout en Amérique du Nord, puis en Europe un peu aussi. Donc, ça fait comme... je commence à trouver le temps long enfermé à la maison, mais j'ai recommencé à m'entraîner un petit peu. Puis, on a quand même un peu de travail à faire avec les Leafs. On a des projets là, pour nos prospects. Fait qu'on travaille là-dessus. J'étais en contact avec les prospects un peu. Puis en même temps, le timing, j'ai un petit chien qui vient d'avoir 5 mois hier. Fait que ça me garde quand même pas mal occupé. Fait que c'est pas mal ça que je fais de mes journées. As-tu le temps de travailler un peu tes TikTok, Stéphane? Pas de TikTok. Ma fille, elle essaie de m'embarquer là-dessus. Elle veut en faire. Mais disons que la danse, la coordination, c'est vraiment pas mon fort. J'ai essayé un petit peu, mais je n'ai pas laissé poster ça sur les réseaux sociaux. OK. Joss, de ton côté? Ouais, non, je suis pas TikTok. J'ai pas de compte TikTok. Et puis, je me tiens loin de ça, bien que des fois, mes enfants sont là-dessus, puis je trouve ça drôle des fois, là, mais je me tiens loin de ces applications-là. Bon, parfait. Joss, tu l'as dit, DG du Phoenix, je pense que ça fait 4 ans. Oui. Bâti vraiment une équipe qui était solide cette année, là, une équipe qui va être solide aussi l'année prochaine. J'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi pour toi les bases pour bâtir une équipe solide comme ça? Là? Bien, c'est une bonne question, puis il y a vraiment plusieurs éléments à la réponse. Dans un premier temps, évidemment qu'il faut être une bonne équipe. C'est sûr, il faut que tu aies une bonne équipe. Il ne faut pas que tu aies comment je dirais ça, de maillons faibles ou d'éléments faibles dans ton organisation. Je m'explique, tu sais, quand tu regardes les meilleurs joueurs de tennis au monde, les meilleurs golfeurs au monde, ils n'ont pas de faiblesse dans leur game. Tu sais, je veux dire, les meilleurs joueurs de tennis au monde, ils
ils ont un bon forehand, ils ont un bon backhand, ils ont un bon service. Ils sont bons dans toutes les failles de leur game. Puis comme organisation, c'est la même chose. Il faut que en termes de hockey, il faut que tu draftes bien, tu aies des bons entraîneurs, tu aies des bons conseils, il faut que tu sois entouré de bonnes personnes, tu aies des bons joueurs. Si tu peux avoir le meilleur coach au monde, mais si ton organisation ne parvient pas à bien recruter et d'amener des bons joueurs, ben, c'est difficile. Puis le contraire est vrai. Tu as bien beau avoir vraiment les meilleurs recruteurs au monde, mais si tu ne t'entraînes pas bien, tes entraîneurs ne sont pas sur la coche, c'est difficile. Donc, ça prend une bonne équipe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Très, très important. Ça prend une vision. Ça prend je pense que ce qui est important comme organisation, il faut que tu fixes des objectifs. Je pense que ça part des propriétaires, ça part du conseil d'administration. Puis tu dis, OK, parfait, quels sont nos objectifs? C'est quoi qu'on veut accomplir, nous, comme organisation, comme équipe de hockey? Ça, c'est la première des choses. On fixe les objectifs et on dit, parfait. C'est ce qu'on veut accomplir. Par la suite, on met un plan d'action. C'est OK, parfait. Pour accomplir ces objectifs-là, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on va atteindre ce plan-là? Dans quel horizon de temps? On prévoit que ça va prendre combien de temps à arriver là? Donc, c'est hyper important. Et encore une fois, si je reviens à mon équipe, bien, ça prend une bonne équipe de personnes. Il ne faut pas que tu ailles d'éléments, de maillons faibles dans ton organisation. Il faut que tu sois fort à tous les départements. Comme DG, c'est ta responsabilité de voir à ça. C'est ta responsabilité d'évaluer le travail des entraîneurs, d'évaluer le travail des recruteurs, d'évaluer le travail des joueurs, de tes gardiens de but, c'est nous, comme DG, qui sommes les gardiens de ça. On dit souvent, c'est pas le gardien, c'est pas le DG qui arrête les rondelles, c'est pas le DG qui marque, mais c'est à toi de veiller à ce que les gens en place fassent le travail. C'est nous qui sommes responsables de ça. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment le deuxième élément, s'assurer que les bons morceaux sont en place. Puis le troisième, qui est en... Puis il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Puis le troisième élément, je dirais, Mike, c'est de mettre une bonne culture en place. Ça va ensemble parce que tu peux avoir des excellents joueurs, des excellents coachs, des excellents recruteurs. Mais si en bout de ligne, tu as mis un plan en marche, un plan de match en marche, et puis tu ne l'exécutes pas, puis tu n'es pas, comment je peux dire ça, tu n'es pas sharp, ou tu ne respectes pas, tu ne fais pas les choses de la bonne façon, bien, tout va tomber à l'eau. Puis je m'explique, quand tu dis, OK, parfait, on veut gagner, on veut atteindre tel objectif, mais on veut mettre une bonne culture en place. Puis selon moi, mettre une bonne culture en place, c'est de s'entraîner correctement, d'être juste. Je pense que on ne peut pas, comme joueur, j'ai pas eu toujours ce que je voulais. Je veux dire, j'ai pas joué toujours autant que je voulais. J'ai pas eu tous les privilèges que je voulais tout le temps. Mais dans la mesure où l'environnement dans lequel j'étais était juste et équitable, je pense que les joueurs vont respecter ça. Fait que comme l'organisation, ce qu'il faut que tu t'assures, c'est de mettre une bonne culture en place. Si je parle de Sherbrooke ici, on a mis une culture en place qu'on allait être une équipe qui travaillait fort, qui allait mettre beaucoup d'emphase sur l'école, sur les efforts qu'on demande à nos joueurs à l'école, qu'on ait une équipe qui allait s'entraîner les plus fort dans les entraînements. Quand les joueurs qui arrivent à Sherbrooke, les joueurs qu'on repêche, les joueurs qui arrivent d'une autre organisation, ils arrivent à Sherbrooke, les premières affaires qui réalisent, c'est « Oh boy, les pratiques sont tough ici? » Oui, ils sont tough. C'est comme ça qu'on a monté cette organisation-là, cette équipe-là. Et puis, c'est une valeur qui est importante pour nous. Même chose pour l'école. On ne permet pas en termes anglophones, de let down ou de slacker ou de joueurs, de jeunes qui disent bon, à l'école, c'est pas grave, gars, j'ai pas rentré mes examens ou j'ai pas fait mes travaux, puis c'est pas grave. C'est nous comme DG ou comme entraîneurs, ils vont intervenir, puis on dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Fait que c'est vraiment, encore une fois, je reviens à mes 3 points, c'est de mettre une bonne équipe en place, fixer des objectifs, faire un plan d'action, puis vraiment mettre une culture gagnante en place, puis la respecter. Je pense que c'est vraiment, vraiment les 3 points qui sont le plus importants pour mettre l'équipe
gagnante ou mettre un programme gagnant ensemble. Puis, tu sais, juste souvent, quand tu es coach ou que des DG, tu sais, souvent, c'est comme faire une sauce à spaghetti. Tu sais, c'est un peu con ou simpliste comme explication, mais les coachs ne sont pas tous pareils. Tu sais, les sauces à spaghetti ne coûtent pas toutes pareil. Mais c'est ta sauce à toi. Tu sais, même chose comme DG. Moi, je peux avoir une recette. Le DG de telle équipe peut avoir une recette. Ben, moi, c'est ma recette. Et l'autre DG, c'est sa recette. Puis l'autre coach, c'est sa recette. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir une, puis puis de la respecter, puis tu l'améliores tout le temps. Tu vois, je me semble que je mettrais un peu plus de ci, un peu moins de ça. Mais je pense que c'est d'avoir une recette, de l'appliquer, puis d'être constant dans l'application. Merci, Joss. Moi, je me rappelle là, quand je m'en venais ici là, au Midget 3, en début d'année, au mois d'août, d'une discussion avec toi, là, tu m'avais parlé d'être rigoureux sa culture, puis ça part avec des bonnes personnes là, à tous les niveaux, puis de sélectionner des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs pour parler avec vos coachs. Là, un petit peu, je pense que c'est une mission réussie là, avec le Phoenix. C'est un des points qui a fait en sorte que vous avez eu du succès comme ça cette année, le fait que vous étiez unis, que personne n'était selfish ou avait d'agenda personnel. Sans aucun doute, parce que quand il y a une ligne directive et puis que tu as des bonnes personnes en place qui adhèrent aux valeurs que tu mets en place, bien, les joueurs le ressentent, ça. Tu sais, quand les joueurs voient que comme organisation, tu tolères les tricheurs ou tu tolères que les jeunes trichent, que ce soit à l'école ou dans l'entraînement ou dans les matchs ou dans le gym, bien, les joueurs, on est tous pareils. Hein? Je veux dire, on s'essaye puis on pousse les limites. Puis tu sais, ce qui est important, ici, en tout cas, on n'est pas parfait, mais dans notre façon de travailler, c'est que la culture est claire, les directives sont claires, les entraîneurs l'appliquent, ils croient. Quand il arrive des choses, il arrive des événements durant une saison où Stéphane vient me voir et dit regarde, Jocelyn est arrivé telle affaire, tel joueur est arrivé en retard, ou tel joueur, ça fait 2-3 pratiques là, que l'effort est moins là. Puis là, bon, mais, pour moi, la directive est claire. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu as fait des suivis auprès de lui? Oui. Mais regarde, ça fait 2 jours que à cette heure, ben, interviens. Puis si c'est de manquer un match ou si c'est de sauter peu importe, ou pendant un match, le joueur a manqué de respect envers l'entraîneur. Puis Justin regarde tel joueur a manqué de respect envers moi en deuxième période. Puis il n'a pas joué le reste de la game, mais c'est parfait. Moi, comme DG, il faut que j'accepte ça, il faut que j'embarque dans ça. Je ne peux pas dire il t'a manqué de respect, mais regarde, c'est notre meilleur joueur, puis regarde, la prochaine fois, essaye de passer l'éponge, puis de fermer les yeux, puis regarde, es-tu capable de passer par-dessus ça? On ne peut pas. La journée que tu fais ça, les autres joueurs le voient, puis tu t'en vas dans une spirale, c'est le début de la fin. Moi, je crois vraiment à ça. Donc, comme entraîneur, puis c'est ça que je dis, moi, je pense que c'est une valeur que je vais toujours. Puis, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je crois fondamentalement à ça, que ce soit en entreprise ou dans le hockey. C'est que tu peux pas. Il faut que tu laisses les gens respirer, mais il faut que tu sois juste équitable envers tout le monde. C'est extrêmement important. Puis quand les entraîneurs ont comment je pourrais dire ça, ont le soutien ou de la direction, je pense que c'est extrêmement important. Puis comme entraîneur, il faut que tu sois extrêmement rigoureux sur ces choses-là. Parce que si tu ne le fais pas, souvent, je dis souvent, un quick fix, c'est vraiment une solution à court terme. Ben, si tu vas payer sur le long terme, c'est sûr, certain. Fait qu'il ne faut jamais, jamais, jamais que tu mettes ta culture et tes principes de base de côté. Jamais, jamais. Même si à court terme, ça va peut-être te coûter une altercation ou des problèmes à court ou comment je pourrais dire ça, des conflits à court terme. Mais si à long terme, tu as de laisser des passe-droits ou de demander aux entraîneurs ou que les entraîneurs laissent passer des choses qui ne sont pas acceptables, bien, c'est sûr certain que c'est le début de la fin, puis c'est très important de ne pas laisser ça passer. Super, merci Joss. Steph, à ton tour, on ne t'a pas oublié. Steph, tu es directeur du développement des joueurs avec les Maple Leafs de Toronto. On voudrait savoir, là, beaucoup de jeunes qui regardent en ce moment, qui vont regarder via YouTube, c'est quoi qui fait qu'un joueur atteint la Ligue nationale?
OK, vous m'entendez? Oui. Tu as entendu la question, Steph? Dans le fond, c'est quoi qui fait qu'un joueur va jouer dans la Ligue nationale? Exact. Et c'est une question à 100 000 Dans le fond, plus que je vois ça aller, il n'y a pas une recette parfaite. Je pense que tout le monde, chaque joueur, il a son parcours, tout le monde a un parcours différent. Le plus important, je pense, une des choses les plus importantes que je vois, les joueurs qui finissent par réussir, par passer, c'est souvent les joueurs qui ont de la passion. Puis quand tu as la passion, ben, ce que ça fait, c'est que tu es prêt à mettre les efforts nécessaires. Puis honnêtement, pour jouer au hockey, pour percer au niveau de la Ligue nationale, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Je pense que tantôt, on parlait les choses fondamentales, les petites choses, les petits détails de la game. Si on regarde les joueurs dans la Ligue nationale, c'est des gars qui sont capables de bien passer la rondelle, de lancer la rondelle. Quand même, c'est pas tout le monde qui patine comme Connor McDavid, mais c'est quand même des gars qui sont des bons patineurs. Tu regardes protection de rondelle. Il y a plusieurs petites choses, je pense. Il y en a beaucoup qui parle de hockey sense, puis ces choses-là, c'est ta capacité de lire la game, ta capacité de s'améliorer. Martin Saint-Louis, j'écoutais un podcast de Martin Saint-Louis, puis lui, il disait, c'était pas nécessairement le plus talentueux, mais en anglais, il disait, je sais pas comment trop le traduire en français, là, mais il disait he was the best at getting better. Fait que dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est il cherchait toujours à s'améliorer sa game. Tu regardes les meilleurs joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui, les Sidney Crosby, les Tavares, tous ces joueurs-là, c'est des gars qui continuent à travailler sur leur game, même s'ils sont au sommet de leur art, ils sont dans les meilleurs joueurs dans la Ligue nationale, mais ils cherchent toujours à améliorer puis à dépasser les limites, puis ils en veulent toujours plus. Si j'ai un conseil à donner un peu à des jeunes qui veulent percer dans le monde du hockey, ben c'est la passion, c'est l'éthique de travail, c'est des heures et des heures d'entraînement dans le gym, c'est la discipline à l'extérieur, la nutrition à cette heure aujourd'hui est extrêmement importante. Donc, il y a plusieurs choses. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des moments où ça va moins bien aller. C'est comme dans la vie, c'est un peu un roller coaster, comme on dit en anglais. Donc, tu as des moments où ça va super bien, puis d'autres moments que tu vas pogner des moments où ça va moins bien aller. Puis c'est comment tu vas être capable de te relever de ces moments-là. Tu vas avoir des coachs qui vont t'adorer, tu vas avoir d'autres coachs qui vont peut-être moins t'aimer. Comment tu peux aller chercher leur confiance, puis à continuer à persévérer, puis jamais lâcher. Puis, Jocelyn, il l'a dit tantôt, une des clés du succès de l'équipe, c'est d'avoir des objectifs. Ben, je pense que ça va pour un joueur de hockey. Si un joueur de hockey il a un objectif de jouer à la Ligue nationale, ben, c'est qu'est-ce qu'il va faire, puis c'est les étapes à faire, puis c'est quoi c'est croire en son rêve. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Super, merci Steph. Question pour les deux, on peut commencer avec Joss. Nous ici, moi personnellement, des grands croyants que tout naît ou tout meurt avec le leadership. Vous avez eu des belles carrières dans la Ligue nationale, vous êtes maintenant dans des postes de dirigeants. Dans tout ce que vous avez vu, dans toutes vos années d'expérience, c'est qui le plus grand leader avec qui vous avez travaillé ou vous avez pu jouer? Tu peux activer ton micro, Joss. Je pense qu'on va le fermer à chaque coup, sinon on entend en background, en écho. Désolé. Écoute, j'ai eu la chance de jouer avec vraiment des excellents joueurs de hockey. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis obligé de dire que même s'il était jeune, Sidney Crosby, j'ai joué 2 ans avec lui. Puis, tu sais, il était jeune, mais il y avait vraiment comment je peux dire ça, les qualités puis l'attitude pour être le joueur qui est devenu. C'est-à-dire, son talent est exceptionnel. Je veux dire, il était vraiment au-dessus de la moyenne, mais tu sais, il y avait une volonté, Steph l'a dit tantôt, d'être le meilleur, puis de s'améliorer, puis une attention aux détails qui était vraiment exceptionnelle à tous les niveaux, tu sais. Puis je pense, comme coéquipier, c'est un joueur, même jeune, il était très
attentif à ses coéquipiers, très en termes de hockey, il care beaucoup pour ses coéquipiers en termes en jargon. Puis tu peux voir là, que vraiment c'est un gars dans les entraînements, c'est le gars qui travaille le plus fort. C'est pas compliqué, c'est ça. J'ai joué pas longtemps aussi avec Chris Chelios à Chicago. Chris Chelios, c'est un petit peu la même chose. Il avait 36 ans, tout le monde pensait qu'il était en fin de carrière, mais il a joué jusqu'à 45 ans. Fait que finalement, il n'était pas si en fin de carrière que ça. Mais c'est un joueur qui était un des gars qui était le plus en forme de l'équipe. Puis moi, quand je suis arrivé à Chicago, j'avais 23 ans. Puis une des premières affaires qu'il a faites, il est venu s'asseoir à côté de moi à l'aréna avant une pratique. Puis il dit, Jocelyn, puis c'est un gars de Chicago, lui. Il dit, Jocelyn, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. N'importe quand, n'importe quoi, tu viens me voir. Tu sais, c'était vraiment un capitaine extraordinaire. Puis, tu sais, je te dis, tu aurais pu avoir un flat à minuit le soir avec ton auto, une crevaison, tu l'aurais appelé, puis il serait arrivé le premier. Tu sais, c'était vraiment ce genre de coéquipier-là. Pierre Turgeon, écoute, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, en gros, là, je ne sais pas si Steph pourra dire la même chose, mais quand tes meilleurs joueurs sont ceux qui travaillent le plus fort, puis qui, en termes de hockey, qui care le plus, tu sais, qui sont tu travailles le plus fort, puis c'est un des meilleurs coéquipiers de l'équipe. Tu sais, c'est sûr, assurément, que ces gars-là deviennent des leaders extraordinaires. Parfait. Steph, de ton côté? Moi, j'ai joué avec des bons joueurs de hockey, mais lui, mettons, le joueur, il y a un joueur qui m'a marqué plus. J'ai pas eu la chance de jouer tant longtemps. J'ai joué avec lui pendant seulement 2 ans. C'est un joueur qu'on est allé chercher d'une transaction à date limite. Puis il a eu un impact immédiat sur notre équipe. C'est Mathias Nordstrom. Il était capitaine des Kings de Los Angeles. C'est un défenseur caractère défensif. Mais pour moi, il démontrait toutes les qualités essentielles pour être un bon leader. C'était une excellente personne. Il prenait soin de tous les coéquipiers. C'est un gars qui se présentait à chaque match. C'est un gars qui, à l'entraînement, hors glace, sur glace, un effort irréprochable. Puis vraiment, pour moi, c'est que comme leader, des fois, il a besoin de prendre parole dans le vestiaire. Puis moi, je dirais peut-être un des seuls joueurs que j'ai joué avec, qu'il savait quand parler, puis il était extrêmement respecté. Puis quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Puis c'était pas de la frime, c'était pas du blabla. Il y a des gars qui vont parler dans le vestiaire, qui vont dire toutes les bonnes choses, ils vont dire les bonnes choses quand les entraîneurs sont là. Mais quand il vient le temps d'embarquer sa glace ou d'aller s'entraîner ou d'aller gagner une bataille, un contre un d'une pratique, ben, ils le font pas et ils sont pas là à 100%. Ça, les joueurs, comme coéquipiers, moi, puis tous les gars de hockey, on est tous capables de reconnaître les tricheurs puis on dit des fois les faux-nez. Il y en a qui sont super bons devant les autres. Puis, mais du moment que le coach ou personne ne regarde, c'est plus la même personne. Ben, moi, j'ai plus de difficultés avec ces genres de joueurs-là. Puis comme coéquipier, tu les saisis vite, ces gars-là. Fait que moi, Nordstrom, c'était un gars qui était toujours pareil. Peu importe les coachs étaient là ou pas là. Moi, ça a été lui qui m'a marqué le plus, là. Parfait. Pour réussir un niveau là, comme vous avez atteint, là, tu parlais de Crosby, Joss, on a toutes lu l'histoire là, qu'à 6 h du matin, en vacances, au Mont-Tremblant, il était sur la glace du parc d'à côté. Je pense qu'il faut être un peu un obsédé. Il faut tout le temps penser un peu au hockey, de la manière qu'on va manger, de la manière qu'est-ce qu'on va faire de plus que les autres. Êtes-vous d'accord un peu avec cette mentalité-là? Ou? Ben, il n'y a pas de doute, tu sais, puis je sais qu'à un moment donné, à Pittsburgh, il ne prenait jamais de journée de congé. Fait que là, les entraîneurs avaient vraiment caché ses patins là, parce qu'il était jamais capable de prendre un congé. Mais tu sais, oui, ces joueurs-là ont une passion. Moi, je dirais vraiment une passion. Les joueurs exceptionnels, ils ont vraiment une passion plus grande, je pense, que la moyenne. Tu sais, puis présentement, je ne sais pas si c'est ceux qui écoutent ça, mais il y a une émission sur Netflix, The Last Dance, avec Michael Jordan. Quand tu regardes, moi j'adore ces émissions-là parce que je trouve que tous les grands joueurs ont de quoi en commun.
Puis moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, vraiment par hasard, d'aller souper puis passer une soirée avec Wayne Gretzky pendant que j'étais à Chicago. J'ai soupé avec lui, puis j'ai eu la chance de passer une soirée avec lui. Puis, tu sais, c'était fou comment est-ce qu'il était, tu voyais, même quand il était retiré, sa passion pour la game, puis sa compréhension de la game est exceptionnelle. Puis ces joueurs-là ont tout de quoi en commun. Peu importe le sport, ils ont un niveau de passion, puis de vouloir être le meilleur, vraiment meilleur que les autres, plus fort que les autres, sans aucun doute. Parfait. Stéphane, es-tu d'accord avec ça? Oui, entièrement d'accord avec Joss. Je pense que les joueurs élites, vedettes, on parle d'équilibre dans la vie des fois, c'est plate, mais c'est pas nécessairement des gens équilibrés, c'est des gens qui sont. Tu les regardes tous, ils ont tous quelque chose en commun, ils sont vraiment comme. Ils sont pas équilibrés. Puis c'est plate à dire, mais pour réussir dans le sport, puis passer à travers toutes ces épreuves-là, puis le challenge, la pression, tout ce qui vient avec, ben faut que tu te commettes 100% à ton sport. Tu n'as pas le choix. Parfait. Prochaine question, encore pour les deux. Joss, on va pouvoir commencer avec toi. La plupart des joueurs qui nous écoutent, on va l'espérer, vont participer à un camp au mois d'août prochain. Racontez-nous un peu comment quand vous êtes arrivé dans la Ligue nationale, comment que ça s'est déroulé, comment que ça s'est passé, quelle mentalité il faut avoir quand on arrive à un camp, parce que veut pas, il faut faire notre place, il faut laisser une bonne impression, une carte de visite aux entraîneurs. Fait, racontez-nous, donnez un petit peu des trucs là, aux joueurs qui nous écoutent là, à arriver à leur prochain camp. Bien, c'est une bonne question. La première des choses, il faut arriver en forme. Il faut arriver prêt, c'est sûr. Physiquement, il faut être prêt à atteindre le prochain niveau, ça c'est sûr, c'est la première des choses. Mais c'est d'arriver puis de croire en ses moyens, faire sa place. Tu sais, sincèrement, là, la préparation, comme je disais, là, est très importante. D'arriver en forme, il n'y a pas de doute, mais croire en soi. Tu sais, que ce soit au niveau junior, au niveau professionnel. Il n'y a personne qui va te donner rien de gratis, de gratuit dans la vie où tu vas avoir des passes droits. Tu peux avoir des breaks ici et là, mais il faut que tu arrives prêt, puis il faut que tu crois en toi, c'est sûr. Puis il faut que tu fasses ta place. Tu arrives dans le camp d'entraînement, comme entraîneur ou comme DG, quand que tu t'assois dans les estrades, puis tu regardes le début du camp, puis tu regardes les matchs intra-équipe ou les entraînements, tu veux voir des joueurs qui sont prêts, puis tu veux voir des joueurs qui veulent faire leur place, qui veulent. Que tu arrives là, souvent quand tu arrives, c'est vrai, puis Steph pourrait peut-être me dire la même affaire, mais souvent, il faut que tu sois prêt à prendre la place d'un vétéran, ou il faut que tu sois prêt à prendre la place d'un joueur établi. C'est le cycle de la vie. Et puis, je le dis, à chaque début de camp d'entraînement, je le dis. Puis je le crois vraiment, je le crois sincèrement parce que, tu sais, le repêchage, qu'il soit junior, ou que ce soit dans professionnel, c'est vraiment un point important. Tu sais, que tu sois un choix de première, deuxième, troisième ronde, que tu sois un joueur, un choix de 10e, 12e invité, quand tu t'assois dans les estrades, l'entraîneur regarde la pratique, puis le DG regarde la pratique, bien, tu veux prendre les joueurs qui vont te faire gagner. Tu sais? Puis je prends l'exemple ici chez nous, un gars comme Félix Robert, qu'on a invité à l'âge de 17 ans comme joueur invité. Puis cette année, il est présentement à 20 ans, il est runner-up, excusez-moi l'anglicisme, pour le MVP de la Ligue, mais ça dit tout. Tu sais, fait que moi, je dis aux joueurs, peu importe où ce que tu es repêché, le rang, invité, peu importe, arrive prêt à faire ta place. Puis nous, comme décideurs, ben, en tout cas, moi, on ne fait pas de politique. On veut prendre les joueurs qui vont nous faire gagner, qui on pense, veulent faire une différence. C'est très important. Super, merci, Joss. Steph, de ton côté? Ben, comme Joss dit, je pense que la préparation physique, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est quand tu arrives prêt physiquement, c'est que ça te donne une certaine confiance que tu es au même niveau que les autres. Puis sinon, si tu en as fait plus puis tu te sens encore supérieur aux autres, ben, ça te donne un élément de plus que tu as dans ton coffre à outils. Moi, je pense que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Le hockey, je crois fermement que c'est... avant, je pensais que c'était 80% mental, 20% physique.
Puis je parlais avec un entraîneur qui a gagné 2 Coupes Stanley dans la Ligue nationale, qui coach dans la Ligue de l'Ontario aujourd'hui. Puis lui, il croit que c'est 90-10. Donc 90% mental puis 10% physique. Puis je crois vraiment à ça. C'est comme Just l'a dit, il faut que tu arrives, tu aies confiance en tes moyens. Souvent, ce qui va arriver lorsqu'on arrive à un autre niveau où il y a des joueurs exceptionnels, surtout comme moi, mettons, je vais prendre comme exemple mon premier camp d'entraînement avec les Canadiens de Montréal. Je me présente au Forum. Je viens d'être repêché par le Canadien. Les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 93. Patrick Roy, les Vincent D'Anfous, ces gars-là sont là. C'est impressionnant. Puis quand tu te laisses impressionner un peu, ben c'est là que tu ne joues pas ton match. Donc, moi, je pense que ce qui est important pour les jeunes, c'est tu te présentes un camp d'entraînement, tu veux faire ta place. Puis c'est de ne pas te mettre la pression inutile, pas essayer d'impressionner personne. C'est de faire, essayer de démontrer tes qualités comme joueur, essayer de les démontrer. Puis il faut que tu aies une présence à la glace. Des fois, les joueurs, ils vont se présenter au camp d'entraînement, puis ils vont faire comme le strict minimum, puis ils ne veulent pas trop déplacer d'air, mais ils ne veulent pas, c'est plate, mais il faut qu'il y ait des flashs, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que tu démontres. Faut que tu démontres que tu as quelque chose de spécial comme joueur, puis il faut que tu crois que tu es capable de jouer à ce niveau-là, puis que des fois, c'est difficile, des fois, tu vas avoir des vétérans, puis tu vas être impressionné par eux, mais il faut que tu crois en tes moyens, comme Just le dit, puis tu crois que tu es capable de jouer avec eux, puis tu fonces, puis la mentalité, tu sais, Just tantôt, il parlait des choix de première ronde, 2e, 10e, 12e. On voit beaucoup de joueurs qui ne sont pas repêchés dans le national, qui finissent par jouer, des joueurs repêchés plus tard. Puis on voit beaucoup de joueurs de première ronde qui finissent, qui ne jouent pas dans le national. Les stats le prouvent. Après le top 3, ça diminue énormément. Moi, je crois fermement que ce qui arrive, c'est les choix de première ronde, ils ont énormément de pression. La pression qu'ils ont, ils la ressentent. Ils la ressentent de la part, ils se la mettent sur eux-mêmes, puis la ressentent de la part de l'organisation. Les joueurs plus loin, repêchés plus loin, s'ils vont avec la mentalité, ils n'ont rien à perdre. Puis quand tu n'as rien à perdre, ben, tu y vas au max, tu donnes le meilleur de toi-même, puis tu peux jouer plus librement. Puis je pense que c'est là que ça revient côté mental, c'est de jouer librement. Puis tu regardes les gars des playoffs, souvent les gars qui vont connaître des gros playoffs, c'est des joueurs, pas nécessairement tout le temps les meilleurs joueurs, c'est des gars qui n'ont rien à perdre, qui vont là, qui s'amusent. Puis ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis souvent, ça fonctionne. Donc, il faut toujours s'amuser. Moi, je crois à ça. Là, tu peux aller travailler, t'embarques sur la glace, tu veux donner le meilleur de toi-même, mais il ne faut jamais t'oublier que c'est une game, puis il faut que tu t'amuses. J'ajouterais, Mike, si tu me permets, parce que c'est une bonne question. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes de joueurs qui nous regardent, qui sont avec nous ce matin. Puis, c'est ce que Steph a dit, c'est hyper important. Puis, arrivez à votre prochain camp d'entraînement, puis forcez les décideurs à vous garder. Puis même si peut-être que vos chances de faire l'équipe ne sont peut-être pas très grandes, peu importe, mais arrivez comme si c'était des séries, comme si c'était des playoffs, puis forcez le coach, forcez la direction à ne pas vous retrancher. Tu sais, c'est simple, mais c'est ça pareil, parce que nous, dans la Ligue nationale, c'est la même chose. Dans la Ligue américaine, c'est la même chose. Dans le junior, dans le midget 3A, à chaque jour, on évalue les joueurs. Après chaque pratique, chaque match hors concours, ça fait que s'il y a une journée intra-équipe, s'il y a une journée, mettons, le matin, il y a une pratique, puis en après-midi, un match intra-équipe, après chaque séance, on évalue les joueurs, on cote en termes de hockey les joueurs, puis on échange. Puis on passe un joueur un joueur à la fois. Puis on dit, OK, un tel Alexis, ce matin, comment tu l'as trouvé? Hein? Moi, j'ai trouvé qu'il y a une bonne pratique. OK, parfait. Tu trouves-tu qu'il travaille fort? Oui, oui, je pense qu'il veut vraiment être ici puis il veut vraiment faire l'équipe. Puis là, le soir ou en fin d'après-midi, il y a un match intra-équipe. Là, après le match, OK, parfait. Comment tu as trouvé Alexis? Hey, un bon match. Colin, bonne pratique à matin, un bon match après-midi. Colin, il est vraiment ici. Puis il a vraiment l'intention de faire l'équipe. Lui, il est ici avec une intention forte, ferme. OK, parfait. Là, le lendemain, un autre match intra-équipe. On se réunit après le match. OK, parfait. Comment tu as trouvé tel joueur, tel joueur, tel joueur? Fait que c'est comme ça que ça se passe dans le hockey à tous les niveaux. Et puis, comme joueur, je pense que c'est important de comprendre ça. Fait que si après 3-4 jours de camp d'entraînement,
Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'Alexis. Écoute, ses pratiques qui ont été très bonnes, ses matchs intra-équipe qui ont été très bons. Ça ne veut pas dire qu'il a marqué 5 buts par match, mais ça veut dire que son effort était là, ça. Mais après ça, on vient qu'à évaluer la performance des joueurs, puis on est capable de prêter des intentions aux joueurs. OK, bon, mais ce joueur-là, il est vraiment venu au camp d'entraînement avec l'intention de faire l'équipe. Puis le contraire est vrai. Tu sais, le premier jour, il arrive un joueur, puis là, on cote les joueurs, on évalue les joueurs sur une cote de 5. Là, il arrive le premier jour, puis il y a une cote de 1,5. Vraiment, là, l'effort n'était pas là. On ne l'a pas vu de la pratique, on ne l'a pas vu du match. Le lendemain, même chose, on ne le voit pas de la pratique, on ne le voit pas du match. 3 jours après, au troisième jour, on ne le voit pas de la pratique, on ne le voit pas du match. Mais c'est ça. Il faut que, arriver au camp d'entraînement, forcer les entraîneurs, forcer les décideurs justement à vous garder. C'est tout simple que ça. Parce que on est tous dans la même. On veut tous performer, on veut tous avancer, on veut que nos équipes soient les meilleures possibles. Donc, comme joueur, il faut que tu réalises ça. Je voudrais juste rajouter une autre petite chose aussi tu sais, comme joueur, je pense que c'est important que les joueurs, vous compreniez que vous ne savez jamais qui regarde. Ouais. Fait qu'à tous les jours, que ce soit dans le gym, que ce soit au restaurant, que ce soit plus tard, vous ne savez jamais qui regarde. Donc, tous vos comportements, la façon dont vous préparez, toutes ces choses-là, ça peut avoir un impact sur votre carrière. Puis, si je regarde, des fois, comme Just dit, forcer la main de l'équipe à vous garder, des fois, vous allez là, vous vous présentez, vous ne faites pas l'équipe. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le staff que dans un an va être dans une autre équipe puis qu'il va dire, moi, je l'ai vu, lui, l'année passée, puis je l'aime, puis je vais le chercher. Donc, comment vous êtes comme personne, puis comment vous agissez à tous les jours, ça peut vous emmener loin. Le monde du hockey, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Le mot se passe vite. Puis votre réputation est extrêmement difficile à se bâtir. Très, très facile à se défaire. Donc, chaque jour, ça, c'est important. Puis chaque jour, c'est une opportunité pour vous de démontrer qu'est-ce que vous êtes capable puis quel genre de personne que vous êtes vraiment. Vraiment très bon, les boys. Vraiment bon. Steph, je vois que tu arrives à la fin de ton café, fait que je vais y aller avec la dernière question. Après ça, on va passer aux questions du public. D'un côté un petit peu plus drôle, comptez-nous là, une bonne anecdote là, dans le milieu du hockey, là, autant quand vous étiez joueur ou comme dirigeant en ce moment, là, une anecdote là, qui va faire sourire le monde là, dans ces temps un peu plus difficiles là, qu'on vit en ce moment. Moi, c'est sûr, j'ai joué avec des joueurs. Il y a plein de petites choses. Moi, personnellement, au niveau Midget 3, je restais en pension à Magog avec 2 joueurs. J'étais un 15 ans, je jouais avec 2 16 ans. Les 2 joueurs étaient blessés. On était dans le sol. On avait chacun notre chambre dans le sol. Fait que on pratiquait le jeudi matin à 6 heures. On n'avait pas de sport-études dans le temps. Donc, le jeudi matin, on pratiquait à 6 heures, surtout quand on jouait le vendredi, parce que sinon, nos pratiques dans la semaine étaient tard. Donc, moi, je vais me coucher de bonne heure. Puis, je vais me coucher vers 9h30, 10h, quelque chose comme ça. Les 2 joueurs, eux, ils n'allaient pas à la pratique le lendemain matin. Donc, ils ont changé tous les cadrans en bas. Puis, ils sont venus me réveiller en panique, me dire qu'ils étaient rendus 6h30. Donc, la pratique était commencée. Moi, j'étais en panique. Je voyais le coach qui allait me faire patiner. C'est un entraîneur assez sévère à l'époque. Puis, finalement, tout ça, je suis monté les escaliers pour arriver en haut. Puis, le monsieur de pension, il est sorti de sa chambre. Il m'a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Steph? Ben, je dis, excuse-moi, ça, j'ai pas le temps. Je suis en retard, je m'en vais à la pratique. Il dit, Steph, il est 1h du matin. Là, va te recoucher en bas. Ça, c'est. Disons qu'il m'avait. Les 2 gars avec qui je restais, là, ils faisaient souvent des petits coups comme ça, mais cette fois-là, disons qu'il m'avait vraiment bien eu. La beauté d'être rendu avec des cellulaires maintenant. Oui, exactement. Joss, de ton côté? Ben, j'en ai plusieurs, mais pour ceux qui connaissent André Roy, qu'on voit souvent à RDS, il fait des chroniques drôles. Moi, j'ai joué à peu près 2 ans avec André, puis on était à Pittsburgh, puis je pourrais raconter tellement des histoires drôles avec lui. C'est vraiment fondamentalement quelqu'un de très drôle. Puis à un moment donné, on est à San Jose, puis
ça faisait quand même plusieurs matchs qu'André n'était pas dans l'alignement, qui était en termes de hockey LT Stretch. Puis, mais il faisait ce match-là, il faisait la période d'échauffement. Après ça, comment ça fonctionne, c'est que tu retires ton équipement, tu te déshabilles, puis tu vas faire du vélo, tu vas faire un entraînement, souvent soit dans une salle ou dans le corridor à côté de la chambre. Donc après la période d'échauffement sur la glace, André, il se dépêche de se déshabiller. Et puis là, lui, il avait tout prévu son coup. André, c'est un gars qui pèse à peu près 230, 235 livres, ou peut-être même 240. Il s'habillait rapidement. Il a emprunté les pantalons d'habit d'un joueur suédois qu'on a dans notre équipe qui pèse à peu près 175 livres. Donc, il avait enfilé une paire de pantalons extrêmement serrés avec une chemise extrêmement serrée. Et puis, pour ceux, comment que ça fonctionne à San Jose, c'est que pour embarquer sur la glace, il faut que tu marches dans le corridor. Puis, rendu au bout du corridor, tu tournes à gauche, puis il y a un placier où il y a quelqu'un de sécurité qui est là avec un veston mauve-violet, qui est toujours là à chaque match. Pour un peu, parce que les joueurs, ils sont un petit peu entremêlés avec les spectateurs. Fait qu'André avait prévu son coup, il avait mis les pantalons d'habit puis la chemise d'habit à un autre joueur, puis il avait emprunté le veston d'habit du placier ou du gars de sécurité qui était là, qui travaillait pour l'Arena à l'époque, à ce moment-là. Et puis, donc, il y avait un veston mauve extrêmement serré sur lui. Il s'était mis du gel dans les cheveux, là, il s'était pogné les cheveux vraiment de côté, là, avec une paire de lunettes là, à ce moment-là. Et puis, il était pas facile à reconnaître. Donc, quand personne n'a été au courant de rien, fait que lorsqu'on a embarqué sur la glace, évidemment que le gardien partant, c'est Marc-André Fleury à l'époque, il le premier en ligne. Puis là, après ça, tu as les joueurs qui le suivent. Moi, je jouais pas, j'étais gardien substitut, j'étais le dernier dans la ligue là, pour embarquer sur la glace avant l'hymne national. Et puis, là, tout le monde se mettait à rire. Là, puis André, à ce moment-là, il était là « Come on, guys, good luck tonight », puis blablabla, puis il encourageait les joueurs. Là, un par un, tu sais, il ne veut pas quand tu es en préparation d'avant-match, tu sais, il ne veut pas, tu es focus, tu es concentré sur ta game, mais là, tous les joueurs ont comme réalisé que c'était André qui était là, qui avait emprunté le veston du placier ou de la personne de sécurité. Et puis, un par un, on embarquait sur la glace, puis on était pouffés de rire, là, vraiment. On embarquait sur la glace, puis tout le monde broyait dans nos casques. C'était vraiment drôle. Et puis, donc à ce moment-là, André avait vraiment réussi de nous faire rire là, avant le match. Puis écoute, c'est une anecdote comme d'autres, mais qui était vraiment très drôle à l'époque. Aviez-vous un bon début de match? Non. Ça n'avait pas été un très, très bon début de match. Bon, parfait. On passe juste une dernière question pour chacun là, qu'on a eu via les formulaires. Steph, on va commencer avec toi. En lien avec le développement des joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le COVID pour continuer à se développer? Là? Ce serait quoi tes conseils? Moi, le conseil que, mettons, continuer à se développer, je pense que c'est quand même garder une bonne routine de vie. Quand je parle de routine, c'est sûr que c'est facile. Là, on n'a pas vraiment rien à faire. On n'a plus d'horaire. Je pense que c'est d'essayer de quand même trouver un horaire un peu puis garder une certaine routine. C'est sûr que je pense que comme joueur, sûrement que vous avez un peu d'école, des travaux à faire, mais je pense que vous êtes capable. Il y a plusieurs choses qui peuvent se faire autour de la maison, de garder en forme un peu, puis de faire de l'entraînement au moins assez régulièrement. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec une balle, avec un bâton, avec une rondelle. On peut lancer des rondelles, on peut dribbler, on peut faire de la visualisation, on peut se setter des objectifs, on peut regarder des matchs de hockey, puis analyser, puis essayer de voir prendre des bons joueurs, les joueurs à qui qu'on aimerait peut-être ressembler un jour, voir ce qu'ils font sur la glace durant un match, pas nécessairement juste les choses sur YouTube où ce que les gars font de la fantaisie, ces choses-là, vraiment regarder, prendre le temps de vraiment regarder puis analyser un match de hockey puis de voir ce que les meilleurs joueurs, les détails, essayer d'apprendre un peu par nous-mêmes aussi. C'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, le hockey de nos jours est très structuré. Puis je pense que comme jeune, vous avez toujours eu quelqu'un qui vous dit un peu quoi faire, où aller, comment jouer, puis comment que ça devrait jouer. Mais je pense que si vous êtes capable de prendre ce temps un peu à l'extérieur du hockey,
puis d'apprendre un peu par vous autres même, d'être créatif, de voir qu'est-ce que vous pourriez, améliorer, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, sur quoi vous voulez travailler, puis dans le fond, revoir un peu vos objectifs, puis comme je le disais, c'est continuer à garder un esprit quand même sain, puis de vous amuser aussi un peu au travers de ça, puis de pouvoir aller dehors et d'en profiter lorsque la température vous le permet pour justement, je ne sais pas s'il y en a qui ont des rollerblades, vous pouvez aller en rollerblade puis jouer au hockey en rollerblade, pas besoin de beaucoup d'espace, mais c'est pas comme sur la glace, mais je pense que c'est des choses qui sont quand même près de la glace, puis qui peuvent vous garder là, un peu prêt pour quand que tout va recommencer. Très bon. Joss, une question en 2 temps. Autant pour les gardiens de but, autant pour les joueurs. Est-ce que quelqu'un qui a un petit gabarit peut quand même réussir dans le hockey d'aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Tu regardes le hockey, c'est beaucoup des tendances. Hein? Tu regardes la Ligue nationale, souvent, ça y va autant au niveau des systèmes de jeu que dans la sélection des joueurs. Il y a beaucoup de tendances à ça. Présentement, il y a une tendance au niveau des gardiens de but. Il y a une tendance je parle au niveau professionnel, je dirais, d'aller plus avec des gardiens de but de 6 pieds 2, 6 pieds 3 et plus. Présentement, il y a une tendance comme ça dans la Ligue nationale. Je te dirais qu'au niveau du junior majeur, c'est plus ou moins important dans le sens que il y a des gardiens de but en bas de 6 pieds, il y en a beaucoup. Là, fait que c'est pas, mais c'est une tendance au niveau professionnel, au niveau des gardiens de but. Par contre, est-ce que ça veut dire que les gardiens de but de plus petite stature ne peuvent pas percer? La réponse est non. Tu regardes, je regarde UC Saros, le gardien de but à Nashville, qui est l'adjoint à Pekka Rinne. Je pense qu'il est 5 pieds 11 pouces, donc lui, il réussit à faire le travail quand même. Fait que ça dépend pour quel niveau on peut parler. Puis au niveau des joueurs, je dirais que c'est encore un petit peu moins important. Encore une fois, je me fie aux tendances. C'est pas nécessairement une opinion personnelle, mais je me fie aux tendances. C'est qu'au niveau même au niveau des joueurs à l'avant et à la défense, il y a de plus en plus de petits joueurs qui, contrairement peut-être aux gardiens de but, qui percent présentement. Présentement, dans le hockey d'aujourd'hui, la rapidité, les habiletés sont très importantes. Beaucoup plus que, peut-être il y a 15 ans, où les plus gros joueurs, peut-être un peu plus bruts, avaient peut-être plus suscitaient plus d'intérêt pour les équipes présentement. Les petits joueurs créatifs qui patinent puis qui ont du caractère peuvent aussi bien percer que les plus grands et gros joueurs. Fait que, je dirais qu'encore une fois, pour résumer, si on parle des avants, les défenseurs, je dirais que le 16 ou la grosseur a moins d'importance qu'avant. Pour le niveau des gardiens de but, il semble avoir une tendance, surtout au niveau professionnel, d'avoir des gardiens de but plus grands et gros. Mais on ne la voit pas vraiment encore aux juniors. Fait que je vous dirais que c'est vraiment une question d'habileté, caractère et puis comme on disait tantôt, de volonté. Super, merci les boys. C'est vraiment intéressant ce matin. Merci de votre temps. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux, site web. On va relancer des conférences la semaine prochaine. On s'en donne des nouvelles. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, Mike. Merci, Joss.